J'écris à 6 heures du matin. L'hôtel est silencieux. Je cherchais un endroit où il ne se passe rien. J'ai trouvé. L'hôtel des abeilles, à Foncine-le-Bas, dans le Jura. Je me suis arrêtée ici pour faire mon miel d'encre, de solitude et de silence. Mon premier amour a les dents jaunes. Il entre dans mes yeux de 2 ans et demi. Il se glisse par la prunelle de mes yeux, jusqu'à mon cœur de petite fille, où il fait son trou, son nid, sa tanière. Il y est encore à l'heure où je vous parle. Aucun n'a su prendre sa place. Aucun n'a su descendre aussi loin. J'ai entamé ma carrière d'amoureuse à 2 ans avec le plus fier amant qui soit. Les suivants ne seraient jamais à la hauteur. Mon premier amour est un loup. Un vrai loup. Avec odeur, fourrure, dents jaune ivoire, yeux jaunes mimosa, des taches d'étoiles jaunes dans une montagne de pelage noir. C'est la nuit. Mes parents sortent en criant de la roulotte. Les autres roulottes, une à une, s'éclairent. Tous en descendent. Le clown, l'écuyer, les femmes et les autres enfants. Tous en pyjama ou à moitié nus. Ils m'appellent. Lulu ? S'accroupissent sous les camions. Pour voir si je ne m'y suis pas cachée par jeu puis endormie. Ma chérie ! Appelle encore. Mais où est-ce qu'elle est passée ? Ils s'éloignent sur la place du village. N'appellent plus mais hurlent. Lulu, Lulu, Lulu. Des fenêtres commencent à s'éclairer aux maisons voisines. Et des gens se fâchent, crient au tapage nocturne. Menacent. C'est pas bientôt fini ce bazar ! Si ça continue, on va appeler les gendarmes, hein ? C'est ma mère qui me trouve. Elle court aussitôt de l'un à l'autre, impose le silence, fait signe qu'on la suive. Surtout, sans aucun bruit. Voilà le cirque au complet qui s'approche de la cage. Toute la tribu est là, en demi-cercle, devant le tableau de la petite fille au loup. Mon père s'approche, entre dans la cage, et quand il va pour me saisir, le loup redresse la tête, seulement la tête. Il se met à grogner pour la première fois, à montrer ses dents jaunies. Nouvelle tentative. On discute. On réfléchit. Le dompteur dit: mais c'est mon métier. J'y vais. Clac. On choisit d'attendre. Les heures s'écoulent, silencieuses. Ils sont tous là, grelottant de froid devant la cage, guettant l'instant où le loup va s'endormir. La scène dure jusqu'au matin.
Jusqu'à l'aube, le loup veille sur mon sommeil. Lorsque caressé par les premiers rayons de lumière froide, j'ouvre mes yeux, m'étire. Le loup va à l'autre bout de la cage, gagner un repos mérité. Je ne sors pas tout de suite. Je regarde les autres à travers la grille. La pâleur de leur visage. Je ris, je chante, toute rafraîchie par ce sommeil immaculé. On m'empoigne. Aïe! 2 claques sur les fesses. Et on me boucle 1 semaine dans la roulotte. Depuis, on me surveille. On vérifie 10 fois par jour la fermeture de la cage. On ne peut m'empêcher de passer des heures devant. Quand l'attention se relâche, vite, je tends mes mains à travers les barreaux et je les lui donne à lécher. Le soir, avant de m'endormir, il faut que mon père m'emporte en pyjama devant la cage et que quelques minutes, je regarde les yeux jaunes soleil dans la nuit d'encre, que je m'avance et que je me perde dans ces yeux-là. Chers spectateurs, ce loup vient des forêts de Pologne. Emmenez vos enfants voir le prince noir des contes de fées. La brute superbe. Mais n'oubliez pas, un loup, ça ne se dresse pas. Ce n'est pas la vérité. Ce loup était plus aimable qu'un lapin. L'écuyer lui donnait à manger dans sa main. Et rien de grave, à peine un grognement, n'était jamais sorti de la montagne de fourrure et d'étoiles. Oh non! Le loup est mort. Près d'Arles. J'avais 8 ans. On est venu m'en prévenir avec des soins infinis. Comme on devait informer un général d'une grave défaite de ses troupes. Je n'ai rien dit. La caravane s'est arrêtée un peu avant Arles, dans une décharge éclairée de coquelicots. Les hommes ont sorti les pelles. C'est moi qui ai guidé le cortège. On a creusé un trou. J'ai choisi le coin le plus ensanglanté de coquelicots. Je me suis fâchée un peu avec ma mère. Finalement, elle a cédé et on a exaucé mon souhait. On a mis mon pyjama dans le trou. On a enveloppé le loup dedans.
sais que les morts ne sont pas dans la mort. Je sais que les morts sont dans un monde qui n'est séparé d'une autre que par un mince filet de lumière. Je vois parfois passer la tête d'un loup dans le rideau des lumières. Je souris. Je regarde les yeux jaunes soleil dans la lumière d'or. Mes fugues ont commencé un peu après la mort du loup. C'est ce que prétendent mes parents. Moi, je crois qu'elles avaient commencé bien avant. Simplement, elles n'étaient pas visibles. Passer des heures à contempler le feu couvant dans les yeux d'un loup, c'est aller jusqu'au bout du monde. Je commence donc à naître, vers les 2 ans et demi, dans le berceau d'un loup. Avant, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Avant, je suis en attente. Oh. Non. Ah. Mon père. Mon père est un homme à tout faire dans le cirque. Il a des bras musclés, des attaches de poignets fortes et des ongles noirs. Allez, viens là. Allez. 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 C'est bien, gamine, c'est bien ça. Si je veux me souvenir de lui, ce n'est pas son visage qui vient en premier, mais ses mains, ses poignets et ses bras. Tout ce qui lui sert à me porter. Il est toujours en sueur, toujours en train de ramper sous le moteur d'un camion, toujours en train de s'agiter comme un fantôme sous la toile repliée du chapiteau. Tu me passes la boîte à outils, s'il te plaît? Merci. Toujours en train de soulever des caisses, et des pneus et des planches. Aïe. Oui, t'as pas de problème. Ça va bien. Quand il est las de soulever des tonnes et des tonnes de matière, il me prend en riant et jette en l'air mon cœur de quelques grammes, me rattrape près du sol et me ranime de baisers délicieusement aigres, imprégnés de sueur. Ma mère, c'est son rire que j'entends. Oh, mamma mia. Le rire de ma mère éclate partout dans le cercle des roulottes. Un oiseau des îles. Oui, c'est ça. Le rire de ma mère, d'où qu'il s'élance, remplit aussitôt le monde entier. Comme peut le faire le chant d'un oiseau. Tu sais, ma chérie, chez nous en Italie, ce qu'il y a dedans, on les met dehors. Et on fait l'inventaire devant tous les voisins. Hein? Mio caro. Ma mère est folle, je crois. Je souhaite à tous les enfants du monde d'avoir des mères folles. Ce sont les meilleures mères, les mieux accordées au cœur fauve des enfants. Les deux que je vous montre là, ce n'est qu'une partie de mes parents. Un seul père, une seule mère. C'est bien trop juste. Pour accompagner l'enfant dans sa navigation d'enfance, il en faudrait au minimum 10, 20. Et c'est ce que j'ai eu. Quand mes parents ne me convenaient plus, j'allais frapper à la porte du clown ou à celle de la funambule. Je me choisissais des parents pour une semaine ou 2. J'ai grandi dans 13 maisons à la fois. Si on veut vraiment dater mes fugues, il faudrait commencer par là. Oh! J'ai oublié de vous dire mon nom. Ah oui, pardon. Eh bien voilà, je m'appelle Aurore, vous savez tout. Non, je plaisante. Mon nom,
c'est Belladone. Et puis aussi Marie. Ludmilla. Angèle. Barbara. Astrid. Amande. Catherine. Geneviève. Marie. Marilyn. Ah oui. J'ai très vite appris à inventer mes noms. Cela donnait plus de difficultés aux gendarmes pour retrouver la famille. Et à moi, cela donnait du temps en plus. Le temps, j'en ai toujours eu besoin pour faire ce que j'avais à faire. Rien. Regardez. 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 Pour vous, je choisirai ce nom d'ensemble. Je viens de l'essayer au miroir de la page et je trouve qu'il me va. Fugue. C'est le nom le plus proche de mon cœur. Et puis, entre nous, il permet d'écrire des phrases magnifiques. Imaginez. La petite fugue se mit à courir entre les herbes hautes. Entre 8 et 10 ans, j'exerce consciencieusement mon métier de fugueuse. La caravane ne part plus sans qu'on ait vérifié ma présence. Les autres enfants sont chargés de me surveiller. J'aime bien ce jeu. Il ressemble à la vie. Il est la vie même. Disparaître. Apparaître. Disparaître. Apparaître. Disparaître. Je décide d'aller d'une seconde à l'autre, comme on saute d'un rocher au suivant, au-dessus d'une rivière. Éclaboussé. Rafraîchi! Jamais noyé. Mesdames et messieurs, le cirque Bobino s'installe dans votre quartier jusqu'à dimanche. Venez voir le clown, venez voir les funambules, venez voir les fauves. Venez flairer l'odeur des bêtes, venez toucher l'heure des costumes. Mesdames et messieurs, le grand cirque Bobino, c'est tous les soirs à 17h pour les petits comme pour les grands. Le grand cirque international, c'est le grand cirque Bobino. On arrive en banlieue parisienne, à Créteil. C'est le terrain idéal pour une fugue. Le chapiteau rouge sang attire la marmaille des immeubles. Julien. Julien, je le repère tout de suite. Il ne parle presque pas. Il siffle. Ou plutôt il roucoule, il pépie. Il chante. Il peut imiter des dizaines de bruits d'oiseaux, sans en avoir jamais vu un seul. Une seule cassette. Le chant des oiseaux d'Europe a bercé son enfance. Momo! Ah oui. Oui. Momo, lui, il parle. Il parle même très bien. Et beaucoup. Il trouve ses mots dans les vieux livres et journaux jetés aux poubelles. Il est en train de lire une biographie de Marilyn Monroe, une blonde qui s'est tuée parce qu'on ne l'aimait pas. Il est très impressionné quand je lui dis mon prénom. Marilyn! Les deux garçons ne se quittent jamais. Quand je vois l'un, j'entends l'autre. Je raconte mes fugues à Julien, qui l'intéresse moins que la vie du cirque, qui pour moi est banale. Les lions, la fournaise et projecteurs, la trompette du clown ou l'odeur du crottin me sont aussi familières que pour lui les chats, la lumière bleutée de la télévision et les reflets de chou-fleur sur le palier. Momo m'écoute mieux. Écouter, c'est quand on aime. L'histoire de mes fugues, et surtout mon prénom, amène au cœur de Momo l'amour de moi. La veille du départ du cirque, je leur demande de m'aider à me trouver une planque. C'est simple. À Créteil, on a des maisons pour ceux qui n'en ont pas. Ouais, Les parkings souterrains, c'est trop noir, dangereux. Les caves, c'est mieux. bah ouais. On en occupe une, on y va après l'école, et puis pendant l'été, à la fraîche, personne ne sait à qui aller. Alors elle est à nous. Et depuis un an, c'est notre cabane. Ouais. On a 2 chaises,
une table, un transistor, un sommier, des bougies. Tout le confort. Ouais. Si tu veux, c'est à toi. Ouais. Le lendemain, je pars avec le cirque, après que l'on s'est assuré de ma présence endormie au fond du lit, dans la roulotte. Ma mère est aux côtés de mon père, dans la cabine du camion. Je me suis mise au lit, tout habillée. Au premier feu rouge, je sors. Je reviens en courant vers les immeubles. Un chant d'oiseaux me souhaite la bienvenue. 5 minutes après, je suis chez moi sous des tonnes de béton. Je ne vais dans la cave que pour dormir. Momo et Julien m'escortent vers les 10h du soir. Chacun une lampe de poche dans la main. Car dans ces immeubles, la lumière est capricieuse. Pour l'heure, je suis une reine servie par 2 chevaliers. Ils ont volé des bibelots, des couvertures dans leur famille. Ils m'ont fait une maison de rêve. Quand on vous aime, c'est quand on vous offre une maison sur Terre. La maison, c'est pas une question de pierre, mais d'amour. Une cave peut être merveilleuse. Le jour et une partie de la soirée, je suis dehors, comme tous ceux qui vivent là. À taper dans un ballon, à courir dans un terrain vague. Je suis invisible. Je sais que je suis invisible. Impossible de reconnaître un enfant parmi des dizaines d'autres. Autant distinguer une vague entre toutes les vagues. Je suis si heureuse que je ne compte plus les jours. Jusqu'à la catastrophe. La catastrophe porte 3 noms. Pluie, école, amour. La pluie chasse les enfants des jardins publics. On m'invite bien ici ou là pour un après-midi, mais je dois séjourner plus longtemps dans la cave. L'école produit le même désastre que la pluie. Elle éparpille les oiseaux de mon âge, vide la terre à heure fixe. L'amour enfin. Momo veut se marier avec moi. Il me fait sa demande une nuit d'orage. Il est 2h du matin, quand sa main me réveille légèrement. Marilyn, Il parle. j'ai quelque chose à te dire. Il parle de l'avenir que nous connaîtrons. Je suis amoureux de toi. Des prénoms de nos enfants. J'ai envie de t'épouser. Et des dragons dont nous saurons venir à bout. Tu sais qu'on parte à l'aventure, toi et moi. Je ne bouge pas. Je me sens au chaud comme dans un Ce rêve. serait pas trop super, Marilyn, franchement. Je souris un peu, juste assez pour ne pas me réveiller. Hein, Marilyn? Oh, Marilyn, c'est la police! Quand mes parents arrivent au commissariat, ils nous trouvent, Momo et moi. Ce n'est pas la rage de mon père qui me blesse. Elle était prévisible, incluse dans les frais. Ce n'est pas non plus les yeux rougis de ma mère. C'est la tête de Momo. Quand il apprend que Marilyn ne s'appelle pas Marilyn. Je vois bien dans ses yeux. De reine, je passe à l'état de souillon. Je sais très bien de quoi j'ai peur. J'ai peur qu'on ne m'aime plus. De rien d'autre. Si peut-être des araignées.
la première peur, je suis rassurée. J'ignore pourquoi, mais je suis rassurée. Je sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour m'aimer. Et s'il n'y a personne, il y aura toujours l'eau, l'air, le sable, la lumière. Je ne serai jamais abandonnée. Beaucoup de changements, en peu de temps. La foudre de l'internat qui me tombe dessus. Et le cirque qui s'éloigne. Tout ça en 2 jours. Mon père est debout, avec le patron du cirque dans la roulotte. Il sort des verres de son bar. Un jus d'orange pour moi, pour mon père de la vodka aux airs. Vouloir glaçon. Pour une fois, c'est mon père qui a l'air d'être en faute. Le patron parle mal français. Il l'avale. C'est compliqué pour lui d'accorder les temps, de conjuguer les verbes. Vouloir glaçon. Non, personne vouloir glaçon. Premièrement, l'automne. Vite l'hiver. Donc, moins besoin personnel. Deuxièmement, la fille. Partir toujours. Gendarme toujours. Image du cirque pas bonne. Pas possible continuer. Troisièmement, argent. Moins argent dans caisse. Besoin dompteur, clown, funambule. Moins besoin vous. Donc, licenciement. Pas m'en vouloir. Mais non, pas t'en vouloir. Mais non, pas t'en vouloir. 2 heures après cet entretien, mon père lit une annonce dans le journal. La ville où le cirque doit se rendre cherche un fossoyeur. Bon salaire, logement de fonction attenant au cimetière. Le lendemain, mes parents quittent le commerce de la fête pour celui du deuil. Quant au choix de l'internat, il est supposé réduire mes fièvres de fugueuse. Mes parents me regardent, ils attendent la révolte, l'accablement, ou au moins l'étonnement. Ils ne récoltent qu'un sourire. J'ai compris quelque chose, une chose capitale, une révélation si on veut. J'ai compris que personne, jamais, ne me contraindrait en rien. Personne, Jamais, en rien. Oh, l'internat, on verra bien. J'ai trouvé ma méthode. Elle vaut pour tout. Elle vaut pour l'internat, comme elle vaudra plus tard pour un métier, pour un mariage, pour tout. Ma méthode, c'est on verra bien. L'internat Sainte-Agnès. les filles sont envoyées dans ce collège par des familles excédées. Les semaines passent. Les mois. Les années. Je suis une élève exemplaire. Sauf pour ce qui est des sciences et des mathématiques. J'ai peu de goût pour la langue des savants et des experts comptables. Je préfère le doux parler des anges,
le bruissement des alexandrins, le son rocailleux du latin. Je ne fais plus de fugues. J'ouvre des livres. Je ne m'invente plus de noms. Et je n'ai menti que sur un point. J'ai prétendu être juive pour échapper aux cours d'instruction religieuse. 15 filles par dortoir. 14 regroupées autour de mon lit jusqu'à 2h du matin pour m'écouter raconter des histoires de cadavres. La plupart inventées. Mon cœur, entre 10 et 17 ans, un vrai courant d'air. On y entre, on en sort. Dans un carnet, je tiens la liste des passages. Elisabeth Granville, ma meilleure amie. Sœur Adrienne, la douceur incarnée. Bastien Ormin, mon idole. Irène Pasqueron, mon double. Maryse Nonchalon, ma généreuse marraine. J'ai oublié Roman. Roman Kervoc. C'est le nom du garçon avec qui j'ai couché pour la première fois. Un étudiant en droit de 22 ans. Romance n'est rien dans ma vie. Enfin, presque rien. Et pourtant, c'est avec lui que je choisis d'aller dans le vaste monde qui brûle et fleurit. Je sais maintenant que l'on peut faire des choses sans vraiment comprendre pourquoi on les fait. Fin juin, il m'emmène chez ses parents où nous passerons une partie des vacances. Un aquarium géant. C'est une des premières choses que me montre le père de Roman à notre arrivée. Un mur d'eau et de verre où glissent des poissons multicolores, certains gros comme un ongle. C'est très apaisant pour la clientèle. Vous voyez le petit bleu et vert avec une tête de marteau? C'est le premier occupant. J'ai mis 10 ans pour ramener les autres. Je les ai trouvés un peu partout. En Inde, au Guatemala, au Venezuela, en vacances, partout. Chacun correspond à la signature d'un contrat important. Chez les Kervoc, on m'accueille à bras ouverts. C'est du moins ce que je crois. Quelques jours passent et je comprends que dans ces familles-là, on n'accueille pas, on observe. On passe au crible mes façons de manger, de parler, de me taire, de rire, de m'habiller. Les regards désolés tombent d'abord sur Roman, sa barbe naissante, ses vêtements fripés. Je lis sur le visage souriant du père. Ça passera. Il n'est pas si mauvais qu'un futur notaire commence par s'encanailler. La mère est une sainte. Chacun ici vante son humilité. Elle me regarde du haut de sa perfection chèrement acquise et je lis très bien dans ses yeux-là. La petite garce a mis le grappin sur notre garçon. Elle ne devrait pas tenir l'été. Laissons passer l'orage. L'orage ne passe pas. Roman est de plus en plus épris de moi. On dirait une loi, comme celle de la gravitation. Plus je suis froide, et plus il brûle. C'est la curiosité qui me mène. C'est elle qui me fait rester. C'est donc moi qui provoque ça. C'est pour moi ces serments. Ces lettres d'amour de 20 pages que Roman m'écrit chaque nuit et m'offre au matin en même temps que café et jus d'orange. À vrai dire, ces lettres m'ennuient un peu. J'en abandonne la lecture au bout de 5 pages. Roman, lui, ne se lasse pas de les lire. Il les trouve même si belles qu'il décide d'en faire un livre.
C'est un des derniers soirs de juillet. Nous dînons avec le père et la mère devant la maison, sous les tilleuls. Roman au dessert fait part de sa décision. Vas-y, je suis avec toi. Papa? Maman? C'est décidé, je me lance dans la littérature. Faut bien qu'il y ait autre chose que des notaires dans la famille, non? Les parents se taisent. Je sens le plomb de leur regard sur moi. Le père, calme, se lève, prend son fils par les épaules. Ils entrent dans le bureau aux poissons. Le bureau n'est pas très loin. D'abord la voix basse du père, et puis celle plus tremblée du fils. Et soudain... Roman, le gentil Roman, le doux Roman à court d'arguments, a empoigné un cendrier de cristal et l'a lancé sur l'aquarium. Le verre a éclaté, l'eau s'est répandue dans la pièce, les poissons gigotent sur la moquette. Nous voilà tous les quatre, Roman, ses parents et moi, de l'eau jusqu'aux chevilles, à nous regarder en silence. Cette fois, la curiosité cède le pas à l'amour. Comment ne pas tomber amoureuse de celui qui provoque un déluge sur des siècles de sérieux et de bon goût? Oui. Après le déluge, le mariage. J'ai 17 ans et je m'appelle Madame Kervok. C'est un drôle de nom. Il me va bien, je trouve. Il ressemble à ceux que je m'inventais pour mes fugues. La vie de couple, je le découvre en 15 jours. C'est épuisant. 15 jours. C'est assez pour voir. C'est même trop long. Les premières nuits, je n'arrive pas à dormir, à cause de la présence de Roman à mes côtés. Le sommeil est comme l'enfance, impossible à partager, sauf avec un loup. Je mets 15 jours à trouver la bonne position dans le lit conjugal.
Je m'endors sur le ventre, la tête tournée vers le mur, oublieuse, légère. Roman me facilite la tâche en ne me rejoignant que très tard après avoir veillé sur ses écritures. Toujours ses lettres d'amour. J'ai trouvé une place de vendeuse dans une parfumerie. Et j'ai pris un amant. Tout de suite, à peine entré dans le studio vide. Pas un type comme les clientes de la parfumerie en prennent. Pas un deuxième mari, un mari à mi-temps. Mon amant est à plein temps sous mes fenêtres. Roman n'est pas jaloux. Il a tort. Le matin, le soir, mes pensées volent vers mon amant. Mes yeux brillent de lui et mon cœur chante ses louanges. Mon amant, c'est un érable. Un érable, là, en plein quartier de la Bastille, dans la cour intérieure de l'immeuble. C'est pour lui que j'ai choisi le studio. Il faut dire qu'il est à son avantage quand je le rencontre pour la première fois. Il commence à prendre ses habits d'automne, à brûler d'un feu pourpre. Comment résister à tant de séduction ? Mes années romans prennent fin. Je ne m'en aperçois pas tout de suite. Pour qu'une chose se termine, il faut qu'une autre chose commence. Et les commencements, c'est impossible à voir. Cela fait 7 ans que nous sommes ensemble. J'ai pris goût à cette vie un peu fade. Avec le mariage, quelque chose de vivant s'est éloigné. Et cet éloignement me repose. J'imagine que c'est ce qu'on appelle la vie de couple. La fin de l'enfance. J'imagine que cette fin est inévitable. Un papier glissé sous la porte. Roman, nous sommes conviés à une réunion des propriétaires de l'immeuble. Il s'agit de prendre une décision concernant l'érable, qui a beaucoup grandi. Des branches cognent aux fenêtres et ouvrent un puits d'ombre dans la cour, irritant les habitants des 3 premiers étages. Roman ? Roman, tu viens avec moi ? Écoute, ce genre de réunion, j'en ai des dizaines au bureau. Vas-y seul. J'arrive en retard. Ils sont 30 autour de la table. Je sens que la décision a déjà été prise d'abattre l'érable. Vous savez ce que vous êtes ? Des assassins, ouais. Vous êtes des idiots. Pardon ? La pâtissière m'invite à mesurer mes propos, mais ça c'est la meilleure, ça. Je vais rester là, vous entendez ? Cet arbre ne bougera pas. Un homme se lève à son tour. Je ne l'ai jamais vu. Il doit habiter en face, passer par l'autre entrée. Mademoiselle a raison. Et il me semble qu'elle s'exprime d'une façon particulièrement modérée. Cet arbre prend sur lui de la lumière, certes. Mais qui de nous ne rêve d'en faire autant ? J'ai besoin de lui pour mon travail. J'ai besoin du regard quotidien sur ses feuilles. C'est un des premiers habitants de l'immeuble. Son âge est respectable. Et que je sache, on ne va pas couper les jambes des vieux sous prétexte qu'ils nous font de l'ombre. Je vous préviens, le premier qui touche
à une seule de ces feuilles aura affaire à moi. Je ne plaisante pas. Je suis comme mademoiselle. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut surtout pas garder son calme. Il est aussi grand que les ogres des légendes. Il fait le tour de la table, s'arrête devant les propriétaires des 3 premiers étages. Finalement, personne ne viendra abattre l'érable. L'ogre m'invite chez lui à fêter notre victoire. Chez lui, je suis incapable de dire à quoi ça ressemble. La porte n'est pas refermée, qu'il me prend dans ses bras, me soulève, m'embrasse, m'étouffe presque. J'entrevois une pièce avec des rideaux verts, puis une autre vide de tout, un lit dans le fond. Et ses dents, surtout magnifiques. Des dents de fumeur, des dents de loup. La réunion des propriétaires pauvres romans va durer 3 heures entières. 1 heure d'amour, 2 heures à dormir dans les bras de l'ogre aux dents jaunes. On ne s'est pas dit un mot. Je suis amoureuse. Je comprends ce que c'est maintenant que d'être amoureuse, on ne m'avait jamais expliqué. Un mari de 7 ans ou des aventures de 2 jours ne pouvaient m'instruire là-dessus. C'est la première fois de ma vie que je fais l'amour. Tout ce qui a existé n'existait pas. Tout ce qui a précédé n'était rien. On peut coucher avec la terre entière, que cela ne change rien. Tant que le cœur n'est pas atteint, le corps reste vierge. Je n'ai pas 24 ans. Je ne suis pas mariée. J'ai cet âge éternel de la première fois dans l'amour. À mon réveil, je regarde mon amant dans le noir avec sa couronne d'étoiles. L'autre amant, celui qu'on a sauvé ce soir. À travers ces branchages, je reconnais mon studio. Et par la fenêtre ouverte, l'ombre de Roman, penché sur un manuscrit. D'un appartement à l'autre, 10 mètres. Les plus petites distances sont les plus infranchissables. Si on disait vraiment, partout et toujours ce qui nous chante dans la tête, la vie serait plus drôle, plus déchirée peut-être, bien plus vivante. Et c'est ce que je fais le premier soir avec Roman. Je lui raconte tout. Le sauvetage de l'érable et le naufrage dans les bras de l'ogre. C'est ma dernière façon d'aimer Roman. Une dernière chance. Ne pas le ménager. Ne pas faire du petit mari un malade, un petit infirme. Tu m'aimes, Roman ? Tu dis m'aimer. Alors voilà ce qui chahute mon cœur. Voilà une brûlure toute fraîche. Voilà de quoi je suis faite et défaite. J'aime un ogre, je ne sais rien de lui. Je me sens merveilleusement libre dans le tour de ses bras. Merveilleusement respirante. Si libre et si respirante que j'y retournerai. En même temps, je reste là avec toi. Débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi avec moi. J'ai le cœur pris par un flocon de neige. Oh, c'est joli comme image. Tu ne trouves pas? Eh bien, ce n'est pas une image. C'est exactement ça. Il n'y a rien à comprendre. Un flocon de neige ne dit rien de sensé. Un flocon de neige ne sait que danser au long de sa vie brève. Ma peau fond sous les mains de l'ogre. Ma peau et mon cœur fondent en dansant. Danse en fondant. Je peux te le dire autrement si tu veux. Je suis riche. Je suis riche, je ne t'ai rien volé. Quelqu'un m'a donné quelque chose. Qui puis-je si ce n'est pas toi? Personne ne peut tout donner. Personne ne suffit à personne. Personne n'est Dieu. Quelqu'un m'a rendue plus légère et chantante. Puisque tu m'aimes, ça ne peut pas t'assombrir. Je t'ai trompé 1000 fois, Roman. S'il faut absolument user de ce mot qui me fait rire. Tout ce qu'on vit est adultère. Tout ce qu'on vit vraiment est secret. Clandestin. Et volé. Marcher sous la pluie fine et se réjouir du bruit des talons sur les pavés. Prélever une phrase dans un livre
et la poser sur son cœur un instant. Manger un fruit en regardant par la fenêtre. Ça aussi, il faut dire que c'est trompé. Puisqu'on y reçoit du dehors une joie brute qui ne doit rien, absolument rien au mari. Et toi, qu'est-ce que tu fais d'autre en écrivant, pendant que je dors? Je lui ai parlé comme ça à Roman, pendant 1 heure, pendant 3 ans. Enfin, pas tout à fait comme ça, mais tout y était. Le premier soir, il a pleuré. Et ensuite, il a ri. Oui, il a ri. Il n'y a pas de grande différence entre les deux états. Les rires, ce sont les larmes qui se consolent toutes seules. Il s'est passé quelque chose pendant ces 3 ans. Pour tout le monde, il s'est passé quelque chose. Roman n'a jamais autant écrit que dans ces années-là. Son écriture changeait. Comment dire? Elle n'était plus autant encombrée de lui-même. Il avait fait le deuil de lui-même. Ou peut-être simplement travaillait-il à ne pas devenir fou. Un livre a été publié. Pour moi, cela ne changeait rien. Il fallait que je voie l'ogre chaque soir. Je n'ai jamais songé à vivre avec lui. Je ne vais pas me marier avec tout ce qui me donne de la joie. Je ne m'en sortirai pas. Avec l'ogre, j'ai appris à être aimée pour n'avoir plus besoin de l'être. Et pour enfin aller au-delà, ailleurs. Au-delà du sentiment, ailleurs que dans le sentiment. Pour aller dans quoi? Dans l'amour, peut-être. Comme aujourd'hui, dans cet hôtel. Vivante, seule, aimante d'un amour partout donné, partout reçu, aimante d'un amour qui ne dépend plus d'un père, d'un mari ou d'un amant. L'amour. L'amour est une pièce minuscule dans laquelle je suis entrée au bout de ces 3 ans. La chambre de l'hôtel des Abeilles, à Francine-le-Bas, dans le Jura. Et tu vas dans le Jura. Pourquoi dans le Jura? Ne discute pas. Tu vas pas commencer à discuter, oui. Tu files dans le Jura. Tu me trouves un hôtel et tu m'écris tout depuis le début. Le cirque, le collège, le cimetière. Tu me mets tout ça noir sur blanc. Et après? Après? Et comment ça après? T'as oublié ta formule, ton mot de passe, ton sésame?
Après, on verra bien. J'ai toujours écouté mon instinct. Enfin, je n'appelle pas ça mon instinct. De moi à moi, je dis mon ange. Mon ange. Mon ange est un enfant loup, un autiste. Il me rend parfois muette, fuyante, sauvage. C'est sa manière à lui de veiller sur moi. C'est lui qui me suivait dans mes fugues. Et c'est lui qui lisait par-dessus mon épaule. C'est lui qui m'a sorti des bras de Roman et ensuite de ceux de l'ogre. Le travail de mon ange, c'est de me détacher du monde et de moi. Il avait raison. J'ai beaucoup grandi dans le Jura. L'écriture faisait partie de ce voyage. J'ai retrouvé le sang de mes 10 ans. Mon sang de fugue et de curiosité. Je suis passée devant une maison de retraite. Et j'y suis entrée. Dans les couloirs, plein de vieilles femmes en robe de chambre. J'ai parlé à une dame qui regardait la télévision en suçant des bonbons à la menthe. Elle devait avoir quoi ? 80, 85 ans ? Quelle horreur! Il n'y a que des vieilles dans cette maison. Les hommes sont cloîtrés en face. Dans un bâtiment jumeau, des histoires naissent d'un pavillon à l'autre. Des embrouilles, des fâcheries. La bêtise et la grâce mènent leur danse dans les maisons de retraite comme partout ailleurs. La sagesse, contrairement à ce qu'on raconte, ne vient pas avec l'âge. Sage. Ce n'est pas une question de temps, mais de cœur. Et le cœur n'est pas dans le temps. J'ai peur de vieillir. Je me demande si les hommes connaissent cette peur-là. Ils sont protégés de beaucoup de choses par les femmes, comme mère, et ensuite comme épouse. Madeleine? Ça va aller, Madeleine. Ça va aller, je suis là. Je n'ai pas demandé la raison des larmes. Il n'y en avait pas. Ou trop. La vieille dame ne demandait rien. Ces larmes ne valaient pas pour des cris. Ces larmes ne valaient pour rien. Je lui étais familière, mais ce n'était pas moi qu'elle voyait. Jérémie? Oh. Jérémie, tu es revenu. Tu as enfin laissé tes baguettes au fond du ciel. Tu n'es pas un ange très gentil, Jérémie. À taper du tambour sans arrêt, tu me casses les oreilles. Et puis, tu devrais t'occuper de moi mieux que ça. Plus souvent. Enfin, je suis contente. J'ai retrouvé mon ange gardien. Oh. Je t'ai vu hier, à la télévision, si. Tu jouais à la marelle, sur la place rouge devant le Kremlin. Et tu t'es envolée sur une coupole toute jaune.
Parle-moi de Moscou, Jérémie. Oui, parle-moi de ce pays. Ça semble tellement beau. Jérémie? Oh, Jérémie, tu es revenu. Tu viens tous les jours maintenant. C'est bien. C'est bien. Je suis rentrée à l'hôtel presque en dansant. Légère. C'est la première fois de ma vie que j'ai un projet. Il est drôle, simple, facile à mettre en place. Je vais organiser une fugue avec Madeleine. Oui, mon ange voyait juste. Ce que je m'apprête à faire me ressemble beaucoup. Une infirmière m'a annoncé le placement de la vieille dame dans un hôpital psychiatrique la semaine prochaine. Je n'ai rien dit. J'ai seulement pensé que le mot placement était un drôle de mot. Le même pour les gens et pour les sous. J'ai aussi pensé. Avec moi, la vieille dame ne pleure presque plus. Elle a même tendance à rire. À trouver que son ange est drôle avec ses histoires de loups, d'ogres et de clowns. Depuis quelques jours, j'emporte le manuscrit à la maison de retraite. Et je lui en fais la lecture. Allez-y. La vieille dame ne délire pas toute la journée. Elle me reconnaît parfois. Hier, par exemple, elle ne m'a pas appelé Jérémie. Je lui ai fait part de mon projet. Madeleine, est-ce que vous voulez fuguer avec moi? Vous déciderez seule du chemin. Je m'occuperai du reste. L'Italie, c'est possible? Oui, c'est possible, l'Italie. Et la Hollande? Oui, c'est aussi possible. La Grèce? L'Allemagne? Oh, la Russie? L'Inde? Ah, oui, Madeleine, tout est possible. Je passe vous prendre demain, d'accord? On commencera par l'Italie? Oh non, 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 non. Plutôt la Hollande.
Je roule doucement, pour ne rien perdre du paysage. Devant moi, ni tulipe, ni moulin. Juste une zone commerciale. C'est égal, la beauté est partout sommeillante. Pas seulement dans les bulbes des tulipes ou sur les ailes des moulins. La beauté est sur mon épaule droite. Elle est dans ce sourire qui flotte sur un visage parcheminé. Ce sourire n'a pas quitté la vieille dame, depuis le matin où je suis venue la prendre, et où elle a vu que le changement de programme me convenait tout à fait. Oh, Jérémie. Jérémie. Oh, je n'ai pas dormi l'œil de la nuit tellement j'étais excitée par ce voyage, moi aussi. Écoute, mon grand, la Hollande, ça peut attendre. Un pays, ce n'est pas comme les gens. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Ça ne s'évapore pas. Donc, on ira plus tard. Et puis finalement, non. Je vais te dire ma préférence, Jérémie. Je n'ai pas été habituée à la dire. J'ai plutôt été habituée à obéir. Je te raconterai. Mais avec toi, c'est pas pareil. Avec son ange, c'est comme si on était rien qu'avec soi. On est avec lui et en même temps, on est tout seul. Voilà comment j'envisage les choses, Jérémie. L'Italie, la Hollande et les autres, on leur pose un appât. On reste en France. Ah bon? J'ai pensé à ton histoire. J'aimerais que tu m'emmènes dans ton cirque. J'aimerais voir le clown, la funambule, les lions. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je ne suis pas comme les vieilles d'ici qui jacassent du beau temps pour ne rien entendre de la mort. Moi, je m'attends à tout, dès le réveil, au beau temps et à la mort. Tu comprends, Jérémie? Fromage et dessert. Je sais bien que tu n'as plus de nouvelles d'eux, mais tu les retrouveras bien. J'aimerais que tu leur demandes de me faire une place. Je ne suis pas difficile à nourrir, et je peux dormir dans un dé à coudre. Je voudrais voir des éléphants, plutôt que des tulipes. J'aimerais finir mes jours dans une maison qui roule, avec des lions dans la chambre d'à côté. C'est pas compliqué ça, mon grand. Hein? C'est pas la lune. Non, ce n'est pas la lune. C'est presque la lune. J'ai continué à rouler. Et j'ai demandé dans chaque ville traversée. J'ai fini par trouver. Le cirque est à Limoges. Quand la vieille dame ouvrira les yeux, elle verra sa nouvelle maison. J'aperçois la toile du chapiteau. Madeleine, on est arrivé. Un loup aux dents jaunes et un ange aux cheveux rouges. Oh, ils étaient serrés à l'arrière. Ça leur fera du bien de se dégourdir les jambes. Ils forment un duo charmant. Vraiment, la fine équipe. Tiens, il sifflote un désert de l'art, de la fugue. C'est les gens du cirque. Oui. Oh. Oh, des bêtes, la funambule. Oh, qu'elle est belle. Oh, un petit clown. Ah oui, c'est le petit. Oh, le cuiller. Oh, petit singe là-bas. Madeleine, Oui. j'ai une surprise pour vous.